Doublement renforcé dans le domaine des lithium, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, vient de mettre en service la deuxième mine de lithium du Mali à Nganala, dans la région de Bougouni. Une mobilisation de grand jour lui a été réservée. L'inauguration de cette usine ouvre la voie à l'extraction de 100 000 tonnes de concentré de pierres précieuses. La part du Mali est chiffrée à 250 milliards de francs CFA. Le Haut Conseil des collectivités tient depuis ce matin sa deuxième session ordinaire. Les conseils nationaux donneront leur avis sur plusieurs textes intéressants. L'avis de la nation, le président de l'institution n'a pas passé sous silence l'actualité. Il a salué la résilience des Maliens face aux difficultés liées à l'approvisionnement du pays en carburant. Le Mali a réaffirmé sa pleine et entière adhésion aux valeurs fondatrices de l'UNESCO. Il sollicite l'accompagnement de l'organisation pour mettre en œuvre ses choix en matière d'éducation, de sciences, de culture, de communication et d'information. C'était ce matin à la conférence générale de l'UNESCO qui se tient à Samarkand en Ouzbékistan. L'embolie pulmonaire, on en parle dans Focus Santé. Il s'agit de l'obstruction d'une artère des poumons, le plus souvent par un caillot de sang. Comment se manifeste la maladie? Quels sont les traitements possibles? À suivre en fin d'édition avec Koumba Sissi. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Je le disais, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, était ce lundi à Nganala, dans la région de Bougouni, pour l'inauguration de la nouvelle mine. À son arrivée, il a été accueilli par la population, sortie massivement pour exprimer sa joie et sa reconnaissance pour cet acte de développement. Le film de l'accueil avec nos envoyés spéciaux, Brahma Traoré, Adama Kamara, Aruna Diara et Namouri Djabati. Dans le village de Nganala, à une dizaine de kilomètres de la ville de Bougouni, c'est un lundi aux couleurs du Mali et aux saveurs patriotiques. Tous les chemins mènent ce jour à la nouvelle mine de lithium qui doit être inaugurée. Un événement grandeur nature, une mobilisation à la hauteur des attentes. C'est une population acquise à une cause juste qui se mobilise pour accueillir le président de la transition. Ils sont venus des 13 communes de la région de Bougouni pour saluer ce nouvel acte de développement et son auteur. Pour ce troisième déplacement du chef de l'État dans la région de Bougouni, ni le soleil, encore moins la chaleur, 37 degrés, n'a eu raison de la mobilisation populaire. Évidemment, le président de la transition ne boude pas son plaisir. La deuxième mine de lithium du Mali a été officiellement mise en service ce lundi 3 novembre 2025. Une inauguration qui ouvre la voie à l'extraction de 100 000 tonnes de concentré de spodumène pour une première phase qui concerne Nganala sur une période de 5 ans. La part du Mali est chiffrée à 250 milliards de francs CFA. Pour le président de la transition, cette mine traduit la volonté du Mali d'être leader en production de lithium en Afrique. Les détails avec nos envoyés spéciaux à Bougouni, Sira Batili, Adama Kamara, Aruna Diara et Namouri Djabati. L'activation de la production de lithium au Mali. Nganala s'est installé. Une deuxième pour la région de Bougouni. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, vient soulever une autre aile économique du Mali en autorisant l'exploitation de la richesse du sous-sol malien. La réforme du secteur minier se concrétise avec la diversification des ressources minérales avec le lithium comme ajout sur la liste actualisée des ressources. Ce métal précieux indispensable pour la confection de batteries et les appareils électroniques.
Ces coups de ciseaux du président Goïta ouvrent les portes de 500 emplois directs avec une production estimée à 100 000 tonnes de concentré de spodumène. Le chef de l'État dévoile par la suite la stèle confirmant la mise en service de la deuxième mine de lithium du Mali. Il y a moins d'1 an, notre pays a inauguré officiellement la première ligne de lithium de Goulamina. Aujourd'hui, nous procédons à l'inauguration officielle de la deuxième mine de lithium dans la même région, marquant ainsi la volonté affichée de notre pays d'occuper sa place de leader parmi les pays producteurs de cette substance stratégique. Comme vous le savez, ceux qui suivent l'actualité, le lithium n'est pas seulement une ressource, c'est un vecteur de développement industriel et d'innovation technologique qu'il faudra transformer en un vecteur de rayonnement géoéconomique pour notre pays. Et ce projet phare gigantesque sera exécuté en 2 phases. La première phase aura un chiffre d'affaires de 46 milliards avec 500 emplois directs. Donc la deuxième phase verra une augmentation de chiffre d'affaires environ 111 milliards avec 800 emplois directs. C'est donc la marche d'un Mali qui se veut souverain sur une économie bien solide. L'État du Mali, avec son nouveau code minier à 35% compare. La deuxième mine de lithium participera au capital avec d'importantes recettes fiscales, impôts, redevances et dividendes pour les caisses du Mali. Sur une exploitation d'une dizaine d'années, Bougouni 2 promet des retombées de plus de 1000 milliards de francs CFA. L'accent est mis sur le développement communautaire. Comme participation du Mali, environ 35%, donc 5% pour le secteur privé, le Mali aura un bénéfice de 250 milliards d'environ. Ce projet qui vient de commencer a déjà produit ses premiers effets, notamment dans le cadre du développement communautaire. Environ 317 millions ont été investis pour le développement communautaire. 24 milliards aussi a été investi auprès des partenaires nationaux dans le cadre du contenu local, à savoir l'achat des biens et services. Et nous voudrons effectivement profiter de cette occasion, non seulement saluer la population de Bougouni qui est massivement sortie, aussi saluer la décision forte du gouvernement pour l'annulation de 121 titres miniers dont 100 permis de recherche. Et cela s'inscrit dans le cadre de la volonté du peuple malien d'assainir le secteur minier qui a été longtemps soumis à une exploitation illégale et frauduleuse de certaines personnes. Je voudrais aussi profiter de saluer la résilience du peuple malien face à cette crise, aussi lui retirer notre volonté de faire du secteur minier un moteur de développement économique et harmonieux de notre pays. Nganala, ce sont des engins miniers modernes, une usine de traitement de minerais avec un vaste territoire stockant la carrière. Cet univers a été visité par le président de la transition qui se réjouit du partenariat Mali-Chine-Royaume-Uni, un pan de coopération qui a permis ce projet. Donc la vision du Mali, c'est de faire du secteur minier un moteur de développement économique. Quand vous parlez de développement, non seulement il y a tout ce qui est dividende en termes de taxes, en termes d'impôts, mais aussi la part de l'État du Mali. Mais cela aussi, c'est de veiller à ce que le peuple malien puisse profiter de ces différents projets, notamment l'emploi des jeunes. Déjà, il y a la loi sur le contenu local qui est désormais une obligation pour tout partenaire de veiller aux intérêts du peuple malien, non seulement en termes d'employabilité, mais aussi en termes de partenariat avec les sociétés privées maliennes. La mine de lithium de Bougouni repose sur 3 gisements, Nganala, Sogola Baoulé et Boumou, avec des variétés de minerais. L'extraction se fait par étapes. La deuxième phase va démarrer en 2028 avec la construction d'une usine de flottation. Avec cette inauguration, le Mali se place au milieu des grands producteurs de lithium dans le monde et en tête de liste des rares pays africains producteurs de lithium. L'avenir est tout simplement prometteur.
La construction de l'infrastructure a été saluée par les autorités communales et coutumières qui y voient un véritable outil de développement. Pour le président du conseil d'administration de la mine, le lithium de Bougouni contribue à la croissance économique du Mali. Il permet aussi de réduire le chômage des jeunes. 500 d'entre eux travaillent déjà au niveau de la mine, au dire du ministre des Mines. La synthèse de leurs interventions avec nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré, Adama Kamara, Aruna Diara et Namori Cheikh Diabati. De l'expertise internationale à la vision nationale, en passant par l'engagement communautaire, ce sont là les piliers sur lesquels est bâti le lithium de Bougouni. En ce jour d'inauguration de la mine, l'honneur revient au chef de village de Nganala de prendre la parole. Selon ses propres termes, c'est un nouveau cadeau que le président de la transition offre à la localité. Même sentiment chez les autorités communales qui vont plus loin. La construction à Bougouni d'une mine d'extraction de lithium avec tous les dispositifs environnementaux ouvre la voie à l'essor économique de notre pays en général et celle de la région de Bougouni en particulier. J'exprime toute ma joie et celle de la population entière pour la construction de cette usine. Malgré la situation sécuritaire, des partenaires font le pari du Mali, à l'image de la Chine et du Royaume-Uni qui ont investi dans le projet de lithium de Bougouni, un projet qui se caractérise par une exploitation moderne de cette substance minérale combien stratégique. Le projet de Bougouni est un projet d'une durée de vie de 10 ans au minimum et on va produire à peu près 100 000 tonnes de concentré. Le projet de lithium de Bougouni marque une nouvelle étape majeure pour le secteur minier malien, en devenant la deuxième mine de lithium du pays. Le lithium de Bougouni consolide désormais la place du Mali parmi les pays producteurs de cette ressource vitale pour la transition énergétique mondiale. Mais au-delà, c'est un nouvel outil de développement économique. En combinant les prévisions de production de concentré de spodumène des deux mines pour 2026, le Mali atteindra une quantité totale de 590 587 tonnes et se placera au premier rang en Afrique. Le projet de Bougouni, qui pour sa première phase 2024-2027 a nécessité un investissement de 65 millions de dollars américains, soit un peu plus de 36 milliards de francs CFA, offrira 500 emplois locaux et offre déjà, ils sont déjà au niveau de la mine, et ce nombre atteindra 800 au démarrage de la seconde phase de 2028. Pour mieux exploiter ses ressources naturelles, le Mali met l'accent sur la diversification des partenaires, avec comme ligne directrice la prise en compte des intérêts de la population. Les demandes mondiales des véhicules électriques et de stockage d'énergie devraient permettre au cours du marché du lithium de connaître une ascension importante. Notre pays entend tirer le maximum de profit de cette matière en continuant sa politique de diversification et d'ouverture à des partenariats structurants. Faire briller davantage les ressources minérales pour les Maliens, un pari que les autorités nationales entendent gagner. Et le nouveau code minier semble ouvrir la voie à la réalisation de ces paris. Et à marge de l'inauguration de cette mine, le chef de l'État a rencontré les autorités administratives et coutumières de la région. Le président a énuméré les retombées économiques de la mine sans oublier la pénurie des hydrocarbures, une crise provoquée par les ennemis du Mali. Il a salué l'endurance des Maliens face à cette crise. Reportage Agali Ag Agissa et Djibril Bakayougo. Le chef de l'État face à l'administration et aux autorités coutumières de la région de Bougouni. Une tradition mise à profit par le général de brigade Ousmane Wele, gouverneur de la région, pour exprimer la gratitude des populations pour les nombreuses réalisations en cours dans la région. Le général Wele a mentionné dans son discours certaines préoccupations du moment. L'achèvement des travaux du gouvernement de la région de Bougouni, le projet de réalisation de l'autoroute 2 voies de la route nationale numéro 7, Bamako-Bougouni-Sikasso, la réalisation d'un pied-à-terre avec une grande salle polyvalente de conférence, la construction d'une cité administrative au profit de la région, la construction d'une école supérieure d'ingénieurs des mines et de ponts chaussées à Bougouni. La mine de lithium de Bougouni est une nouvelle opportunité économique pour satisfaire ses besoins, comme en témoignent les résultats engagés par la première mine de lithium, celle de Galamina.
Des retombées largement égrenées par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, dans son intervention. Et la mine de lithium de Bougouni, qui augure de bons auspices, contribuera à la création de plusieurs emplois et favorisera le développement national et local. Donc au konna la sisa anga jamana dimbe barake o mo keme duru nyona mu ba barake o konna la o ya kun folo mais la kun na sisa o ka chiffre d'affaires ni wonu wa fere ka forme sur ça o buna do buna faruka o buna ke milliard keme ani tan kili ani anga jamana dimbe barake o buna si mo keme shigi nyona donc o kumu flana sisan minin dalelen sanche ada la bide mais depuis ay barada mine ay nafa sra roja anga dugu kono buguna la minina na jete mine muye ka anga commune mogo de me buguna la mi angu dugu mino naka okol soko ani fouraji ani sira wi million keme saba an tan wulon blade dola donc contenu local anga ngi minin jete mine malon chambre baraka kono machine munu be a chama malion tay e karban mo mena duma o karban o malon ba fere anga ko te ko mi ga karban do waru mu yo baraka no anga malion munu o ken do ki o waru be ta milliard mu ga annanina donc o e ka fo ni mini jigia do malion be ma. Le président Goïta n'a pas passé sous silence la pénurie des hydrocarbures, une crise imposée par des ennemis du Mali et leurs sponsors internationaux. Il a salué la résilience des Maliens et rassure que des mesures sont prises pour surmonter ces difficultés. Donc ni fɛn min ye k'a daminɛ bila a ye siran bɔ dusu ni jatigɛ wale ko la parce que o de laɲini a ye siran aw bɛna ye a bɛ kɛ cogo min na sisan jatigɛ wale ni siran ni mɔgɔ tɛ sira tɛ so la mais kɛlɛ in fanba ye jamanadenw ni mais a de y'a ye u kɛlen ka sitɛrinu jeni kɛlɛ min don n y'a fɔ n k'a miirila k'a labɛn ka tila ka bila k'a waleya a ye sitɛrinu fɔlɔ min jeni bɔlɔsira y'a minɛ o ka mɔgɔ sanu bɛ yen u y'a minɛ ka jajugu fili ka kumajugu fɔ o bɛɛ ka mɔgɔ jala wili mais ala bɛ jamana in fɛ maliyɛnw ka ɲi u y'a faamuya donc o de y'a to an se ka ni gɛlɛya in kunbɛn an bɛ ka fɛɛrɛ ɲini ka bɔ a kɔnɔ mais a ma ban. Dans son intervention, le président a rendu un vibrant hommage aux chauffeurs, aux opérateurs économiques, aux forces de sécurité qui s'investissent nuit et jour pour ravitailler les pays en hydrocarbures, malgré l'insécurité sur les routes. Le président a exhorté les Maliens à la vigilance et à l'union sacrée pour construire un Mali souverain et prospère. Songa frère latige ka tugu gouvernement nga o frère nko parce que frère do gouvernement wala tige mais frère nga jige fo du kono ba ni glace la gouvernement japp saka no ka tugu mina gouvernement nga stratégie amuna gouvernement na bi jigi fo kana se du kono ni e na du kono se e mo be bogo flake o bogo tangi ga mobile ka moto la ni gela ne bada ko taji soro man ko zane ite doni bola na fate boli muna e bo bola donc bere bo frère tige ga du kono mato ambe bsaka ko be jamana don fola vraiment mogo inna nyona mais ali bi do ka famia tan taji na le mogo de be sa bo mogo ju bla sira la sen me menan mogo wi fo ka jini o bela sidar taji be do no taji duna kana de mogo sira mogo fem kungura mogo jugana ko moro e bo ta ko o kumanya i krefam i tinyoma e bo ta ko dugu ka to fere dagana mogo ma mais ba jugu ka bara de. Auparavant, comme le veut la tradition, le président a remis une enveloppe symbolique aux autorités coutumières qui, à leur tour, ont fait de bénédictions pour les pays.
La deuxième mine de lithium de Bougouni est donc prête à tourner. Tout est sur place côté infrastructure. Une assurance donnée par le directeur santé, sécurité et environnement des communautés de la Société des mines de lithium du Mali. Mamadou Damélé explique aussi le dispatching et le respect des règles environnementales. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Sira Batili, Aruna Diara et Adaman Kamara. La mine est prête à tourner. Tout ce qui est infrastructure, à savoir les machines de transport, d'exploitation des carrières, les machines de transport des minéraux. Ensuite, l'usine de traitement est prête vraiment à fonctionner. Comme vous le voyez, nous avons déjà produit les premiers spécimens. Donc on a quand même commencé les transports vers les ports et pour la commercialisation. Nous pouvons dire aujourd'hui que tout est fin prêt vraiment pour continuer. Ce qui nous manquait, c'est vraiment l'ouverture officielle de cette mine. Pour le moment, je peux dire qu'on a produit à peu près 60 000 tonnes. 60 000 tonnes sont déjà produites et au jour d'aujourd'hui, nous avons commencé les transports. Donc pour le moment, et ça va, nous avons vraiment l'appui des services techniques par rapport au transport et surtout l'appui de l'État. L'État vraiment nous a vraiment appuyé. Parce que qui connaît bien le fonctionnement de ces projets, il faut vraiment générer de l'argent pour que ça puisse tourner. Comment vous organisez les hommes sur le terrain? Qui fait quoi? Vous savez, certains étrangers ici, notamment des Chinois, qui sont juste venus pour la construction. Et le code est très clair là-dessus. Après une période de formation, il doit partir. On peut dire que cela a même commencé. Ceux qui étaient là pour la construction, on peut dire que 80% sont déjà rentrés. Aujourd'hui, la mine est vraiment tourne avec l'expérience des Maliens, à peu près à 90%. D'accord. Vous avez parlé du côté santé et environnement. Ça voudrait dire que vous veillez à ce que l'environnement ne soit pas dégradé. Ça, c'est vraiment la priorité de nos priorités. Vous voyez la position de notre mine, on est très proche du fleuve Baoulé. Donc ça, c'est très très important. La protection de l'environnement fait partie vraiment de nos exigences. Donc on travaille beaucoup avec la direction nationale de l'assainissement et la direction régionale. Nous faisons tout pour vraiment respecter les exigences de la législation, à savoir le suivi même de la qualité des eaux au niveau du fleuve et la qualité de la poussière sur les sites. Ça, c'est très très important pour nous. Ensuite, la santé et la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous restons dans la région de Bougouni où les forces de défense ont mené des opérations de grande envergure avec succès. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et du matériel saisi. Le commentaire de Abdoulaye Sakou. Dans la journée du 2 novembre 2025, les observations aériennes ont permis de localiser une importante base terroriste située à 3 km à l'ouest de Sirakoro, cercle de Kolondjeba. Servant à la planification d'attaques contre les convois de citernes de carburant, la base a été frappée par l'aviation, neutralisant plusieurs combattants terroristes et causant d'immenses dégâts matériels. Les unités terrestres ont pris ensuite d'assaut la position frappée pour faire un ratissage minutieux. Le bilan de cette intervention, plus d'une dizaine de terroristes neutralisés, divers équipements calcinés, des motos et quelques armes ainsi que du matériel de communication. L'état-major général des armées félicite la prompte réaction des unités aériennes et terrestres pour la réussite de cette opération qui, sans nul doute, aura des répercussions significatives sur l'approvisionnement en hydrocarbures des différentes localités. Et en raison de la cérémonie d'inauguration de la mine de lithium, la traditionnelle montée des couleurs initiée par le président de la transition n'a pas eu lieu à Koulouba. Par contre, le Premier ministre, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Meiga a présidé ce matin à la primature la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs nationales. Autour du chef du gouvernement, les membres du cabinet de la primature, ceux du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, les chefs des services rattachés à la primature, le gouverneur du district de Bamako, l'agent chargé d'expédier les affaires courantes de la mairie du district de Bamako, les forces de sécurité et le personnel de la primature. Ce beau monde a entonné l'hymne national avec les pionniers. Cette cérémonie de montée des couleurs vise d'une part à entretenir une véritable cohésion au sein de l'équipe et d'autre part à promouvoir la paix, la stabilité et cultiver l'amour de la patrie.
Là, c'était ce matin à la primature. Ouverture cet après-midi de la deuxième session ordinaire du Haut Conseil des collectivités, une rencontre placée sous les signes de la résilience et du dialogue dans un contexte marqué par une crise multiforme, notamment la pénurie d'essence qui affecte le quotidien des Maliens. Le président du Haut Conseil a rappelé que les collectivités territoriales demeurent le socle de la résilience nationale et qu'elles jouent un rôle essentiel dans la refondation du Mali. Reportage à Kadija Toukouni et Sidi Mouribou Dambili. Cette session se tient à un moment où le Mali fait face à des défis économiques, sécuritaires et sociaux. Occasion donc pour le président du Haut Conseil des collectivités de dresser un état des lieux de la situation nationale, notamment la pénurie de carburant qui, selon lui, a des répercussions sur les activités économiques, le transport, bref, le quotidien des Maliens. Notre pays subit des attaques terroristes dont le dessein est d'asphyxier économiquement notre nation, en ciblant les bus, les camions de ravitaillement et même les citernes de carburant. Ces actes criminels renforcent au contraire la solidarité et l'unité du peuple malien autour des autorités. Face à ces défis, le président du Haut Conseil des collectivités a exprimé toute sa reconnaissance aux autorités de la transition pour les mesures engagées afin d'atténuer les effets de la crise actuelle et pour la poursuite des réformes destinées à renforcer la souveraineté et la stabilité du pays. J'ai saisi cette occasion pour féliciter Monsieur le Premier ministre, vous et votre gouvernement, pour les mesures urgentes et efficaces prises afin de contenir cette crise. Ces mesures courageuses traduisent votre engagement pour le bien-être des populations. Il en est de même de la détermination et du courage de nos opérateurs économiques et leurs chauffeurs qui sont victimes de ces barbaries d'un autre âge. Le Haut Conseil des collectivités réaffirme son soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité. Il a également félicité les avancées enregistrées au sein de la Confédération des États du Sahel, une coopération régionale qui incarne l'espoir d'un Sahel plus fort, plus solidaire, a souligné le président du Haut Conseil des collectivités. Nous nous réjouissons des avancées notables de la Confédération des États du Sahel, AES, sous le leadership du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. À cet égard, nous pouvons citer entre autres l'adoption officielle de l'hymne les AES Sahel-Benkan, la désignation du nouvel administrateur provisoire de l'autorité de développement intégré du Liptabo-Gourmand, l'organisation des premiers Jeux de l'AES, la mise en place de l'état-major conjoint des forces armées, la création de la Banque confédérale d'investissement et de développement, la mise en circulation du e-passeport sécurisé AES. Cette session ordinaire de l'institution a également mis en avant des réalisations comme le renforcement de la décentralisation et le développement des collectivités territoriales. Pendant l'intercession, le Haut Conseil des collectivités a réalisé de nombreuses activités et a apporté des contributions de qualité à des documents de politique nationale, à savoir le 3e rapport annuel du suivi des forums nationaux de la refondation, la vision Malikoura Nyetasra 2063 et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Lors des travaux de cette session, les conseillers nationaux vont étudier et analyser des dossiers transmis par le gouvernement pour avis. Il est également prévu des séances de formation des conseillers nationaux et des cadres de l'institution sur les thématiques l'appropriation de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, l'appropriation de la vision Malikoura Nyetasra 2063 et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Les travaux qui démarrent vous engagent.
C'est le lieu de prouver à nos braves populations qu'elles ont eu raison de placer leur confiance en vous. Le Haut Conseil des collectivités, à travers son président, a réaffirmé son engagement à accompagner le gouvernement dans la construction d'un Mali uni, fort et souverain. À suivre donc l'intégralité du discours du président du Haut Conseil des collectivités demain dans nos programmes après le journal de 20h. Les mesures de sécurité autour des stations-service en vue d'une distribution équitable du carburant ont été renforcées. Le constat a été fait ce matin par le ministre de l'Éducation nationale qui salue une réduction progressive de la crise à Bamako. C'était au cours d'une visite effectuée en compagnie d'une délégation à une station-service à l'ACI 2000. On en sait plus avec Tiamoko Konati. À la station-service Petrobama de l'ACI 2000 ce lundi matin, un nouveau pompiste VIP plein de bonhomie. Il se nomme Amadoussi Savané, ministre de l'Éducation nationale. Cet employé momentané est venu s'assurer de la disponibilité et du climat de bon ordre qui encadre la vente du carburant. Ma présence ici, c'est une marque de solidarité gouvernementale. Sur les hautes instructions du président de la transition, chef de l'État, nous sommes sur le terrain. À ce rythme-là, on va retrouver la normale. Tout le monde est discipliné, patient. Chacun attend son tour, y compris un véhicule du ministère de l'Éducation nationale. Il va être servi tout à l'heure. Gérants de l'établissement pétrolier, pompistes et usagers, tous saluent cette descente sur le terrain du ministre Savané qui s'inscrit dans une logique de trouver des solutions aux préoccupations de la population. Je pense que ça va faire une différence parce que moi je suis là depuis hier nuit. On a passé la nuit ici, depuis 21h jusqu'à ce matin. Ils ont commencé à 7h, après ils ont arrêté à 9h. Mais depuis l'arrivée du ministre, on a vu qu'il y a un changement. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Quand on dit une chose, il faut toujours avoir le suivi, quoi. C'est ce qui est bon, ça facilite les choses. Voir nos autorités venir sur le terrain, nous assister et puis participer à une journée comme ça, quand même, c'est quelque chose qu'on doit s'encourager. L'ordre et la discipline qui caractérisent les lieux reposent sur la sécurité assurée par les éléments déployés pour la circonstance. Ils sont appuyés dans cet exercice par le Conseil communal de la jeunesse. Je travaille ici avec mes collègues jeunes. Je pense que ce n'est pas facile, mais on arrive quand même à gérer. Vous voyez les fils. On fait appel à la discipline parce qu'il faut vraiment sensibiliser la population. Il y a d'autres qui ont veillé ici, il y a d'autres qui viennent dès maintenant et ils veulent vraiment profiter. Le ministre Savané a saisi l'occasion pour inviter la population à se démarquer des pratiques frauduleuses et de tout autre comportement de nature à semer de l'imbroglio autour de cette station-service. Aussi, a-t-il réitéré l'engagement du gouvernement à prendre toutes les dispositions afin d'assurer l'approvisionnement correct de l'ensemble du pays en carburant. Rendons-nous à présent à Samarkand, en Ouzbékistan, où se tient la conférence générale de l'UNESCO. Dans sa déclaration de politique générale à la plénière du jour, le Mali a lancé un appel à la solidarité internationale, notamment à l'UNESCO, pour accompagner sa marche vers la stabilité, la justice et la prospérité partagée. Le document présenté par l'ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO salue une coopération qui n'a cessé de se renforcer ces dernières années. Le Mali a en outre réaffirmé sa pleine et entière adhésion aux valeurs fondatrices de l'UNESCO et présenté ses choix en matière d'éducation, de sciences, de culture, de communication et d'information, tout en sollicitant l'accompagnement de l'organisation pour les mettre en œuvre. Envoyés spéciaux à Samarkand, Yaya Konati et Abdul Salam Bambara. 6 minutes chrono pour exposer les visions, les expériences, mais aussi les attentes des États membres par rapport à l'action de l'UNESCO. L'exercice est appelé Déclaration de politique générale et c'est l'ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l'organisation qui s'y prête au nom des autorités maliennes. Occasion pour le Mali de réaffirmer son adhésion pleine et entière aux idéaux de l'UNESCO, mais aussi de saluer une coopération qui n'a cessé de se renforcer ces dernières années. Notre coopération avec l'UNESCO est ancienne, multiforme et fructueuse. Ces dernières années, elle s'est renforcée à travers des actions concrètes, à savoir l'élaboration du document de politique nationale de la science, de la technologie et de l'innovation, la reconstruction du patrimoine culturel détruit par les terroristes, la mise en œuvre du programme Capacité pour l'éducation CAPED, notamment
Les concours nationaux Miss Sciences destinés à encourager les jeunes filles dans les filières sciences et techniques, des ateliers de formation sur les changements climatiques et la lutte contre l'extrémisme violent, des concertations régionales pour la mise en place de réserves de biosphère transfrontalières. Ces initiatives illustrent justement la vitalité et la pertinence du partenariat Mali-UNESCO. Restauration de la paix et de la sécurité, construction ou reconstruction d'infrastructures socio-éducatives, promotion d'un développement durable et inclusif, trois axes essentiels sur lesquels se fonde le processus de refondation au cœur de la transition au Mali. Un processus qui se conduit dans un esprit de dialogue national avec deux dynamiques majeures que sont la création de l'Alliance des États du Sahel et la proclamation de 2025 comme année de la culture au Mali. Ce faisant, notre pays, dans sa déclaration de politique générale, accorde une attention particulière à l'éducation, à la question des langues nationales, à la promotion des sciences exactes et naturelles, des sciences sociales et humaines, à la culture, mais aussi à la communication et à l'information. La DPG décline les choix du Mali en la matière et sollicite l'accompagnement de l'UNESCO. Le Mali vit une transition historique, animée par la ferme volonté de restaurer sa souveraineté, de renforcer la justice et de promouvoir un développement humain durable. Il lance un appel à la solidarité internationale, notamment à l'UNESCO, pour accompagner cette marche vers sa stabilité, la justice et la prospérité partagée. Au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, je réaffirme la détermination du Mali à œuvrer inlassablement pour le triomphe des idéaux de l'UNESCO, la paix pour l'éducation, la science et la culture. Tout en saluant les autorités du pays hôte et les organisateurs de la conférence, le Mali n'a pas manqué de souligner l'importance de ce rendez-vous biennal, un moment privilégié de concertation, de réflexion et de définition des grandes orientations dans le domaine de l'éducation, des sciences, de la culture, de la communication et de l'information au niveau mondial. Direction tout d'abord le Burkina Faso où les ministres de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement a effectué une visite dans la commune de Boussouma afin d'évaluer l'état d'avancement et la qualité de la mise en œuvre des investissements engagés dans le cadre de l'initiative LIF-AR. C'est une initiative lancée en 2019 par le groupe des pays les moins avancés pour une adaptation et une résilience efficace à long terme face aux impacts du changement climatique. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette initiative, le Burkina Faso a identifié des investissements résilients en cours de réalisation au profit de 7 communes pilotes pour un financement de plus de 4,7 milliards de francs CFA. Le reportage de Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, accompagné d'une forte délégation, constate les réalisations en cours de l'initiative LIFE-AR dans le village de Lougouma. Un forage déjà réalisé et fonctionnel au profit des habitants de ce village pour qui l'accès à l'eau était quasiment impossible. Après cette première étape, la délégation ministérielle s'est rendue dans le village de Galvaré pour la même cause. Ici également, c'est un point d'eau entièrement réalisé pour accroître la disponibilité en eau potable. Et la particularité de cette initiative est que c'est une planification participative et qui est appropriée par les communautés elles-mêmes. Donc avec la délégation spéciale, c'est eux qui définissent les investissements, les priorités et l'initiative accompagne avec les investissements. Avec ce forage, on aura facilement de l'eau à boire et aussi pour s'occuper de nos bétails. Avant cette réalisation, c'était réellement un calvaire, surtout pour nous les femmes. Tout en invitant les bénéficiaires à une utilisation rationnelle de ces forages, le premier responsable du département en charge de l'environnement se réjouit déjà des réalisations en cours dans les 2 villages de la commune de Boussouma. Cette visite terrain est également une occasion pour le ministre de prendre les préoccupations des populations pour qu'à la fin du projet, tous les investissements puissent être conformes aux attentes des populations. Donc c'est un sentiment de satisfaction pour voir que ça a bien débuté et on va recadrer pour qu'à terme, dans cette zone-là, la question de la résilience climatique avec des investissements qui y sont adossés soit une réalité. Autre volet de l'initiative LIFE-AR
c'est le renforcement des capacités des femmes sur la transformation des produits forestiers non liés afin de booster leur résilience. Et pour accompagner l'autre moitié du ciel dans ce domaine, Roger Barreau a procédé au terme de sa visite à la remise de matériel aux femmes transformatrices des produits forestiers non liés de la commune de Boussouma. Au Niger, les forces armées ont mené plusieurs opérations de grande envergure. Suivons le résumé de ces opérations avec Jocelyne Amoussou. Sur le théâtre ouest, dans le cadre de l'opération Al-Mohou, le mardi 28 octobre 2025, lors d'une mission de reconnaissance offensive dans le secteur de Chimbar-Kawan, les éléments d'intervention ont neutralisé 3 terroristes revêtus de tenues militaires. L'exploitation du terrain a permis la saisie d'un porte-chargeur contenant 4 chargeurs garnis de type AK-47. La veille, le lundi 27 octobre 2025, le poste militaire avancé de reconnaissance d'Inates a conduit une opération de recherche dans le secteur de Kalachi. Cette action a permis la neutralisation de 2 terroristes et la récupération d'un poste radio portatif servant aux communications ennemies. Le même jour, en soirée, à la suite d'une alerte d'incursion terroriste signalée dans les abords de Sakwara, une section d'intervention rapide a été immédiatement déployée. Après un accrochage bref mais intense, l'ennemi fortement éprouvé a été contraint au repli. Les terroristes en fuite ont abandonné une motocyclette, une arme collective de type PKM, 2 caisses de munitions de calibre 12,7 par 54 mm, une radio Motorola, un fusil de chasse. Sur la rive droite du fleuve Niger, au sein de l'opération NIA, le mardi 28 octobre 2025, lors d'une patrouille de routine menée à environ 2 km au sud-ouest de la Sirba, un guetteur terroriste a été neutralisé par un tir de précision effectué depuis une position dominante. Par ailleurs, la vigilance des unités déployées a permis la détection et la neutralisation en toute sécurité de 5 engins explosifs improvisés sans perte ni incident. Dans la soirée du 30 octobre 2025, une manœuvre offensive appuyée par des vecteurs aériens a été conduite dans la zone de Kosa-Tondobon, aboutissant à un accrochage avec un groupe terroriste retranché dans les environs du village de Ndjele. Grâce à la discipline de feu et à la supériorité tactique de nos éléments, au moins 9 terroristes ont été neutralisés et du matériel saisi comprenant 2 armes, 4 motocyclettes, divers équipements et produits pharmaceutiques destinés à la logistique ennemie. Aucune perte n'a été enregistrée du côté des FDS. 5 ex-combattants de Boko Haram se sont présentés cette semaine aux autorités militaires de Bosso pour faire acte de repentance. Lors de leur édition, ils ont remis le matériel suivant: 2 fusils d'assaut de type AK-47, 11 chargeurs, 118 cartouches de calibre 9 par 39 mm, 2 porte-chargeurs, 6 téléphones portables, 4 montres ainsi que divers accessoires. Cet acte de reddition volontaire a été salué par les plus hautes autorités du pays. Ouverture ce lundi à Bamako de la 16e réunion conjointe annuelle des correspondants nationaux des bureaux de liaison de l'Organisation mondiale de la douane chargée du renseignement pour l'Afrique de l'Ouest et Centre. La rencontre des renseignements douaniers permet d'identifier et de neutraliser les menaces plus rapidement en s'appuyant sur des données partagées entre les différentes administrations douanières. Le thème de cette 16e réunion qui dure 5 jours est « Frontières fragiles et optimisation des recettes douanières dans la région de l'Organisation mondiale de la douane OMD, Afrique de l'Ouest et du Centre, enjeux et perspectives ». On en sait plus avec Mamadou Fani. Les frontières terrestres, aériennes ou maritimes constituent à la fois des espaces de souveraineté, de sécurité et de développement. Mais force est de constater que dans ces espaces se côtoient trafic illicite, contrebande, fraude commerciale et aussi des menaces complexes
tels que le terrorisme et son financement illicite. Il devient donc indispensable pour les douaniers africains de disposer des renseignements pour obtenir les meilleurs résultats. D'où la tenue de cette 16e réunion conjointe annuelle des correspondants nationaux des bureaux de liaison de l'Organisation mondiale des douanes chargés du renseignement pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à Bamako. En effet, sans une collecte, une analyse et une diffusion efficace du renseignement, aucune politique de contrôle ni de lutte contre la fraude ne peut produire des résultats durables. C'est pourquoi nos administrations douanières, sous l'impulsion de l'OMD et à travers les bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement pour la région Afrique occidentale et centrale, ont entrepris depuis plusieurs années une modernisation profonde de leurs dispositifs de renseignement, notamment le renforcement des capacités humaines et techniques, l'exploitation du renseignement des sources ouvertes, l'intégration du renseignement dans la gestion des risques et la coopération renforcée entre pays voisins. Cette vision de la hiérarchie, la nôtre, le vice-président de la région, est implémentée depuis l'OMD et reposant sur des instruments et des outils d'aide à la décision en vue de la collecte, du traitement, de la diffusion du renseignement douanier pour le renforcement de la lutte contre la fraude et les trafics illicites à travers le SEN et ses applications. Cette 16e réunion des correspondants nationaux des bureaux régionaux de liaison chargés des renseignements des douanes permet aussi d'évaluer les missions dédiées à ces services pour la fourniture de données de qualité au bureau de renseignement douanier. Le thème de cette année, frontières fragiles et optimisation des recettes douanières dans la région OMD-AOC, enjeux et perspectives, est d'une actualité incontestable. Il illustre avec justesse la double responsabilité des administrations douanières, protéger les frontières tout en favorisant la prospérité économique. En dépit de nombreuses saisies opérées par nos différentes administrations en matière d'armes et de munitions, de drogue, de produits dangereux ou à usage ou à double usage, des médicaments entre autres, il convient de reconnaître que beaucoup reste encore à faire. Dès lors, nous attendons des correspondants nationaux, des échanges fructueux, une bonne évaluation des enjeux et des problématiques, desquels sortiront, j'en suis sûr, des recommandations pertinentes pour la redynamisation des bureaux régionaux de liaison de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique occidentale et centrale. Au terme de ces travaux, les participants sortiront avec des recommandations pertinentes pour les services de renseignement des douanes dans un contexte difficile pour la réalisation des recettes douanières à la hauteur des attentes des États membres. Les travaux des journées économiques du Burkina Faso au Mali ont pris fin ce matin ici à Bamako au CICB. Les participants ont surtout formulé des recommandations en rapport avec l'harmonisation des initiatives économiques de la Confédération des États du Sahel. La clôture des travaux était présidée par le représentant du ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Youssouf Diakité et Julie Traoré. C'est dans la dynamique de la matérialisation du développement endogène voulu par les 3 États de la Confédération des États du Sahel que les organisateurs de la 2e édition des Journées économiques du Burkina Faso proposent cette thématique à discussion, la promotion des secteurs porteurs de l'économie des pays membres de la Confédération AIS, enjeux, défis et perspectives. En acceptant de présider la 2e édition des GEB, Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, traduit ainsi à sa foi à cette initiative qui se veut non seulement un cadre d'échange entre les acteurs du monde économique, mais aussi un modeste outil pour la promotion de l'intégration économique entre les pays de la Confédération des États du Sahel. Cette rencontre est une belle occasion pour nous, les acteurs de l'économie, de nous retrouver, de pouvoir travailler ensemble, de renforcer ce que nous faisons déjà au quotidien dans un cadre plus structuré
avec l'ambition de favoriser ces co-investissements, ces co-réalisations des projets et la capacité à drainer de la croissance dans notre espace économique. Les gouvernements respectifs de la Confédération des États du Sahel ont salué et soutenu l'initiative des journées économiques de Burkina Faso qui, disent-ils, est un cadre fédérateur qui répond aux aspirations des autorités de la Confédération AES en termes de développement endogène. Le combat pour l'indépendance totale a commencé. Et ce combat passe nécessairement par les armes, mais aussi par nos valeurs, nos comportements, le redressement de notre économie. Fin de citation. Pour y parvenir, il est plus que jamais nécessaire, comme je le disais plus haut, que les acteurs de notre développement se mettent ensemble pour construire une synergie d'action à même de faire face à tous les défis, notamment les défis économiques. La dynamisation des secteurs porteurs de l'économie et de l'emploi au Burkina Faso et dans les pays de l'AES, enjeux, défis et perspectives. Distingués invités, mesdames et messieurs, nul n'est besoin d'insister sur la pertinence de ces thèmes dès lors que nos plus hautes autorités ont conscience que la dynamisation des secteurs porteurs de l'économie est un processus de stimulation de la croissance et du développement des secteurs d'activité promoteurs. Ensuite, les autorités et les délégations présentes ont visité les stands installés pour la circonstance. La Fondation Friedrich Naumann pour la liberté a célébré le 15e anniversaire de sa présence au Mali. La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités, parmi lesquelles l'ambassadrice d'Allemagne au Mali, la directrice de la Fondation, le président du Haut Conseil des collectivités ainsi que la ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Et c'est notre reporter Aliou Abdoulaye Touré qui a suivi la cérémonie de ce 15e anniversaire. La Fondation Friedrich Naumann, c'est 15 ans de présence au Mali. La Fondation Naumann, c'est aussi 15 ans d'engagement pour la promotion de la liberté. La directrice de la Fondation est largement revenue sur les acquis engagés au cours de 15 années. Depuis donc 2010, à travers plusieurs centaines de programmes de formation, de dialogue politique, d'appui à la société civile, à la jeunesse, aux médias, aux entrepreneurs, aux femmes, la Fondation Friedrich Naumann a contribué au renforcement de la culture démocratique et de la gouvernance participative au Mali. Nous avons aussi pu envoyer plus de 100 boursiers en Allemagne. Le président du Haut Conseil des collectivités a pour sa part salué la collaboration fructueuse entre la Fondation et les collectivités territoriales, soulignant le rôle essentiel qu'elle joue dans le renforcement de la démocratie locale et la formation des élus. 15 années de coopération, de dialogue, de renforcement des capacités et de promotion des valeurs démocratiques. 15 années durant lesquelles la Fondation n'a cessé d'œuvrer aux côtés des institutions maliennes, des collectivités territoriales, de la société civile et des jeunes pour bâtir un avenir plus libre, plus juste et plus responsable. Vous avez la chance d'avoir ces fondations politiques, comme vous avez su bien dire, qui travaillent pour leur pays, en ayant une vision claire. Mais ce qui n'est pas négociable en Allemagne, c'est l'intégrité de leur pays. C'est la liberté de leur peuple. C'est le bien-être de leur population. Et je pense que c'est à cela que contribue votre fondation. J'en suis témoin, je ne fais pas de loge gratuit. Ce que vous faites nous intéresse et peut nous aider à améliorer ou à renforcer ce que nous avons. La projection d'un film documentaire sur les réalisations de la Fondation Friedrich Naumann a sanctionné la cérémonie.
Direction la Venise malienne. Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 3 du projet PAFEM, l'ONG CIOD Canada a organisé une cérémonie de labellisation des communautés favorables aux pratiques familiales essentielles. Cérémonie au cours de laquelle l'ONG a présenté les activités réalisées. Reportage Boubacar Sankaré et Suleiman Tepsougué. 11 mois après le lancement de ces activités, le projet PAFEM promotionne l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali. À travers sa composante 3, dresse son bilan dans les régions de Banyangara, Mopti et Douanza. C'est là à travers une cérémonie de labellisation des communautés favorables aux pratiques familiales essentielles. Plus de 4000 spots et émissions radiophoniques ont été produits et diffusés en langue locale dans ces régions. Les sensibilisations des mamans yélés ont touché dans la région de Banyagara 14 114 personnes, Douanza 1150 personnes, Mopti 24 724 personnes après plus de 430 visites à domicile et focus group. Ces résultats sont obtenus grâce à la formation et l'engagement des jeunes en photo et vidéo, les caravanes communautaires de sensibilisation et la production d'une série d'émissions publiques en partenariat avec l'ORTM et les radios de proximité sur les pratiques familiales essentielles. La durabilité des acquis dépend désormais de l'engagement de tous et de chacun. Les PF doivent être intégrés dans les plans et budgets de développement communal. Les responsables des collectivités territoriales des 9 communes d'intervention de la composante 3 du projet PAFEM des régions de Mopti, Banyangara et Douanza se sont engagés à promouvoir les pratiques familiales essentielles. Nous réaffirmons notre engagement, renforcer les mécanismes de communication pour les changements sociaux et de comportement, favoriser davantage le rôle des femmes, des jeunes, des leaders communautaires et religieux comme moteur du changement social. Ces élus ont ensuite reçu des attestations de reconnaissance et des plaques commémoratives. Rappelons que le projet PAFEM est un projet du gouvernement du Mali financé par la Banque mondiale et mis en œuvre dans sa composante 3 par l'UNICEF à travers CIOD Canada. Parlons santé à présent. À travers une anomalie, les sangs coagulés se logent dans l'une ou des artères du poumon, les bouches et provoquent une embolie pulmonaire. Les symptômes qui alertent le patient sont entre autres l'insuffisance respiratoire, la douleur thoracique, la toux, la jambe enflée et douloureuse. Le traitement de l'embolie pulmonaire varie de 3 à 6 mois et dans certains cas, le traitement est à vie. Là, il s'agit de prescrire des médicaments anticoagulants pour les personnes à risque. Dans Focus Santé, Koumba Sissé et Alkaou Traoré sont allés à la rencontre de Salif Kone, pneumologue au CHU du Point G. Il lève tous les voiles sur cette pathologie. Suivant. Le service pneumophysiologie allergologie du CHU du Point G est une unité spécialisée dans la prise en charge des maladies qui affectent les poumons. L'une de ces maladies s'appelle l'embolie pulmonaire. Sa fréquence augmente avec l'âge, mais en fonction des circonstances, elle peut toucher tous les âges. L'embolie pulmonaire est une urgence médicale. Il s'agit d'une maladie qui touche les artères pulmonaires. Cette maladie se caractérise par une obstruction totale ou partielle d'une ou des artères pulmonaires. L'embolie peut être à droite ou à gauche, ou encore elle peut être aussi bilatérale. Elle peut être proximale ou distale. L'embolie pulmonaire est toujours provoquée par une anomalie. Généralement, quand il y a un dommage au niveau des vaisseaux, il peut s'agir des vaisseaux des membres inférieurs ou des membres supérieurs, ce qui va favoriser la formation de ce qu'on appelle un thrombus. Donc ce thrombus, au cours des mouvements, peut se migrer pour venir oblitérer les artères au niveau de l'artère pulmonaire. Donc c'est ce qui explique. Donc maintenant, ce qui donne généralement l'embolie pulmonaire, c'est les maladies chroniques qui entraînent un alitement prolongé. Donc le sujet, il reste sédentaire pendant un long moment, ce qui va favoriser une hypercoagulabilité du sang et favoriser une embolie pulmonaire. Il y a aussi l'embolie qui survient chez des patients ayant une chirurgie récente. Ça peut être une césarienne, ça peut être une chirurgie abdominale, et ça peut être aussi une chirurgie des membres inférieurs au cours d'un accident chez quelqu'un qui fait une fracture. Donc ça, c'est des situations
complication qui favorise la formation du thrombus et ça donne l'embolie pulmonaire. Il y a également des maladies génétiques souvent qui peuvent être à la base de l'embolie pulmonaire. Dès que le patient se présente avec des signes d'alerte comme l'insuffisance respiratoire, la douleur thoracique, la toux ou la jambe enflée et douloureuse, le praticien propose des examens pour avoir une confirmation. Il y a un bilan sanguin. Donc le bilan sanguin, il y a une enzyme qu'on appelle les D-dimères. Donc on peut doser les D-dimères. Quand c'est élevé, ça donne une orientation, mais c'est pas spécifique. En plus de ça, il y a l'angioscanner, l'angioscanner thoracique, donc qui permet quand même de bien visualiser l'embolie pulmonaire. Parfois, ça débute par une phlébite, c'est-à-dire une inflammation des veines du membre inférieur. Quand on a les signes de phlébite, par exemple, on demande une échographie Doppler des membres inférieurs. Donc, grosso modo, il y a le bilan sanguin, il y a le scanner thoracique qui permettent d'aider à poser le diagnostic. Sa prise en charge est une urgence médicale pour éviter des complications qui peuvent aboutir au décès du malade. Le traitement de l'embolie précisément repose sur des anticoagulants. Il y a des médicaments qui existent. Donc il y en a en injectable, il y en a en comprimé. Donc on donne les anticoagulants soit par voie orale, soit par voie injectable. Et la durée du traitement varie de 3 mois à 6 mois. Donc dans certaines situations, on peut être amené dans les situations d'embolie récidivante de mettre la personne sous anticoagulant à vie. Si la prise en charge n'est pas adéquate, oui, il peut y avoir des complications parce qu'au fait, quand on dit embolie, il y a une obstruction. Donc la partie qui n'est pas irriguée par le sang, donc peut avoir des complications par la suite qui vont donner des détresses respiratoires sévères et à la suite, c'est la mort. Actuellement, cette expression embolie pulmonaire, ça fait trop peur. Ça fait trop peur parce que quand les gens entendent ça, mais ce que nous conseillons, donc dès que les gens sont malades, que ce soit l'embolie ou encore une autre pathologie, l'idéal c'est de voir les professionnels, les spécialistes en la matière, savoir de quoi il s'agit. Dans la majorité des cas, une prise en charge rapide évite les séquelles de l'embolie pulmonaire. Parmi ces séquelles figurent l'hypertension artérielle pulmonaire chronique qui cause un essoufflement progressif à l'effort. Un suivi médical régulier après une embolie pulmonaire est nécessaire pour surveiller l'apparition de complications à long terme. Voilà, c'est ce qui met un terme à cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, s'il plaît à Dieu. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis,